Bonsoir et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors vous êtes journaliste, consultant et ancien professeur associé à l'Université de Montpellier 1. Vous avez été directeur du CFPJ. PJ, c'est pas pour police judiciaire, c'est pour le Centre de formation et perfectionnement des journalistes de Montpellier. Vous avez été collaborateur à l'École supérieure de journalisme. Vous avez également été rédacteur en chef pour France Télévisions. Il paraît même que vous y êtes toujours un petit peu de temps en temps. Et j'en oublie certainement. Jean Kouchner, bonjour. Bonjour. Le journalisme vous colle à la peau. Alors, partir d'un fait divers pour porter un regard sur la jeunesse est un prétexte que vous avez franchi avec votre roman « Soleil d'or, le rêve d'Escarot », paru aux éditions Balzac. Ce fait divers, c'était au siècle dernier, en 1994, l'affaire Ray Maupin, qui fit plusieurs blessés et 5 morts. Le chauffeur de taxi, Amadou Diallo, 3 policiers, Thierry Ménard, Laurent Gérard, Guy Jacob, et ainsi que l'un des 2 protagonistes, Audrey Maupin, l'autre, Florence Ray, fut condamné à 20 ans de prison. En quoi, pour vous, ce fait était-il marquant ? Il était marquant parce qu'il s'agissait d'un couple de 2 jeunes qui étaient un peu défiants par rapport à la société dans laquelle ils vivaient et qui voulaient s'en échapper. Et pour s'en échapper, ils ont voulu essayer de réunir un peu d'argent pour vivre en marge, pour partir et pour aller, on va dire, réaliser leur rêve qui consistait à aller vivre en montagne. Parce qu'en montagne, ils avaient l'impression de s'extraire de la société et de vivre dans un univers qui était un univers qui leur convenait beaucoup mieux. Un peu un univers de rêve d'ailleurs, mais voilà. Et pour ça, il fallait avoir un peu d'argent. Et ils ont estimé que, rejetant la société, aller prendre de l'argent dans une structure qui ne lésait pas les acteurs de cette structure, en l'occurrence les gardiens de la fourrière de Pantin, c'était, puisqu'il y a des assurances qui de toute façon remboursaient, c'était sans risque pour personne et c'était une façon pour eux de pouvoir accomplir leurs rêves. Sauf que tout dérape et tout devient hors de contrôle. Il y a à la fin 5 morts. Après des fusillades multiples dans Paris, d'abord à la Fourrière et puis ensuite à la Porte Dorée, à côté de la Nation. Et c'est comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'un des protagonistes, Audrey Maupin, est mort et Florence Ray, elle, a été condamnée à 20 ans de prison. À 20 ans de prison. J'ai voulu essayer, pour ne rien vous cacher, de lui faire à elle raconter son histoire, car je trouvais qu'elle était assez significative d'une espèce de forme de rejet de la société par de nombreux jeunes. On en parlera peut-être tout à l'heure. Absolument. Mais elle n'a pas voulu. Et finalement, un éditeur qui avait entendu parler de ça m'a dit faisons un roman. Alors j'en ai fait un roman. Alors comme souvent, les faits divers alimentent la surenchère politique, mais tel n'est pas votre propos. Votre roman est contemporain, il se déroule post-Covid, il relate l'histoire possible de jeunes sans histoire, rêvant d'un monde meilleur. Au travers des histoires croisées de Gabriel, Julien, Nemo, Mouna, sans oublier Charline, quelle était votre envie à travers ces personnages? Vous avez parlé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous n'avez pas cité une partie de mon existence, et c'est bien normal d'ailleurs, mais j'ai vécu moi aussi en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire dans la banlieue nord de Paris, dans les quartiers qui sont les quartiers populaires, et j'ai côtoyé pendant longtemps ces gens qui sont, pour beaucoup, qui ont cette impression d'être délaissés pour compte, et qui le sont souvent d'ailleurs, qui souvent travaillent beaucoup, passent du temps dans les transports, etc., pour ceux qui travaillent. Puis il y a aussi un certain nombre de ces gens qui, eux, ne trouvent pas de boulot et sont un peu en déshérence, et notamment des jeunes, en particulier les jeunes. Alors, que deviennent-ils? Que font-ils? Comment est-ce qu'ils vivent? Quelles sont leurs aspirations? C'est tout ça qui m'a inspiré. Et donc, voilà l'essence même de ce livre. Et d'ailleurs, à travers ce roman, dès le départ, quasiment, en fait, il y a cette envie de sortir de la banlieue, puisque Gabriel y habite. Et je vous propose, en fait, de lire un petit extrait, qui est là au début, puisque c'est page 51. C'est justement ce rêve d'ailleurs. Sa rencontre avec Julien et Laura, ce jour de l'irruption des CRS dans la cité, a été providentielle.
lorsque Julien est venu le chercher quelques semaines après pour lui proposer de l'emmener à Blot. Blot, c'est Fontainebleau, les rochers mythiques pour les gens qui font de l'escalade. Il a dit oui. Comment leur dire non? Comment résister à leur douceur et à leurs attentions? Ils ont très vite occupé une place importante dans sa vie, donnant de la cité une image plus acceptable. Des gens normaux dans un univers de cauchemar. La rencontre avec les autres grimpeurs est venue renforcer encore cette impression nouvelle d'être accepté naturellement, comme il est, sans question. Il a découvert un lieu où les gens se parlent, s'intéressent discrètement aux autres, se sourient. Débutant, il a tout de suite été l'objet d'attention, d'autres se proposant spontanément pour l'initier, le conseiller, le parer pour qu'il ne soit pas victime d'une mauvaise chute en essayant un geste un peu risqué. Tout doucement, il est sorti de son silence et des liens ont commencé à se forger. L'humour et la simplicité qui règnent dans les relations de ces gens venus d'horizons différents ont amené un jour un des grimpeurs surnommé Mastoc à le surnommer Cancer, parce qu'il fume de plus en plus. Il a reçu avec le sourire cette moquerie amicale qui lui est apparue confusément comme la signature de son acceptation définitive par le groupe. Il est devenu rapidement un habitué des sorties, partant avec Julien, mais allant aussi tout seul au rendez-vous si Julien désertait un dimanche. Au bout de quelques semaines, les sorties plus longues sont devenues régulières, à l'occasion de week-ends prolongés, de ponts du 1er mai ou de la Toussaint. Le groupe solidaire lui prêtait un duvet, un matelas et le réchaud nécessaire pour faire cuire ses pâtes. Lorsqu'il n'était pas invité à partager les plats préparés par d'autres et un peu plus sophistiqués. Il découvrait aussi un côté bon vivant de la montagne, les échanges de grands crus, les petits plats préparés par quelques familles qui grimpaient peu et goûtaient surtout à l'ambiance générale. Merci pour cette lecture. En fait, ça pose l'ambiance de Gabriel, qui est un habitant de la cité, d'une cité de banlieue parisienne. Là, cette découverte d'un groupe qui le sort complètement de son contexte, est-ce que c'est quelque chose qui se déroule effectivement, et est-ce que c'est une façon aussi de découvrir l'extérieur, en fait, sortir de son cadre, et est-ce que c'est vraiment un échappatoire pour lui? Oui, bien sûr. Oui. Il avait ce rêve permanent de la montagne, comme un ailleurs, encore une fois, souvent très enjolivé, mais de rêve. Et il étudiait, il regardait la télévision, il avait quelques livres, quelques journaux qui lui montraient ces images qui étaient des images un peu idylliques de la montagne. Et il apprenait la montagne à travers ça. Il la connaissait un peu de loin. Il était capable d'en parler. Il était capable de décrire tel ou tel passage d'escalade ou d'alpinisme sans y être jamais allé. Et d'un seul coup, il rencontre, à la suite de cet incident dont il est question ici, il rencontre ce club de montagne de gens qui, venus de tous horizons, l'emmènent sans poser de questions et lui font vivre son rêve d'une certaine façon. Alors oui, bien sûr, c'était une façon de sortir de cet univers un peu carcéral qui était le sien et de commencer à vivre réellement. C'est ça la signification profonde de cet épisode. Justement, là, les différents personnages, que ce soit Julien, qui est le personnage clé au départ du roman, c'est plutôt une genèse qu'on peut caractériser au moins d'intellectuel, enfin qui se construit aussi en opposition à la société. Est-ce que justement cette opposition, c'est pas une démarche saine et nécessaire pour une jeunesse ? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Dans ces cités, il faut dire qu'il n'y a pas que des gens qui sont entre guillemets marginaux, simplement marginaux parce qu'ils n'ont pas de travail et parce qu'ils errent toute la journée. Il y a aussi des gens qui ont du travail, il y a des gens qui sont intégrés dans la société. Et cette rencontre avec Julien est justement cette rencontre-là, puisque lui, Julien, il est intégré. Il a une place dans la société, il est un des animateurs du club de montagne, et il habite dans le même escalier.
Et ils ne se parlent qu'à l'occasion de l'incident dont nous parlions tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a, oui, une espèce au fond, d'épreuve initiatique, c'est de passer le premier cap de la rencontre avec les autres et d'être intégré au groupe. Ça, c'est très net, oui. Bien sûr. Il a franchi un pas. Et il y a pas mal de discussions aussi politiques autour de ces moments passés en groupe, souvent à l'extérieur, autour de feux de camp. On retrouve ça même dès le départ. Et cette jeunesse qui cherche à vivre en fait un idéal, quitte à s'exclure, ou participer à la vie politique, comme Julien, ou être dans l'action militante comme Mouna et Nemo. Est-ce que ces trois voies, en fait, ces trois orientations possibles de jeunesse, ils sont symbolisés par ces trois personnages? J'ai envie de dire trois personnages parce que Mouna et Nemo, on verra, c'est quasiment un couple, un fusionnel, quasiment un seul personnage. Oui, absolument. Il y a d'une part, il y a un certain nombre de gens qui ne croient plus du tout au changement possible, qui ont envie de vivre dans une société qui serait mieux adaptée à ce qu'ils souhaitent eux-mêmes, mais qui ne voient pas d'issue. Et puis il y a d'autres qui essayent de construire une issue différente, qui par conséquent mènent des actions militantes. Et cette rencontre est une rencontre là aussi un peu menant au rêve, finalement, on laisse entrevoir qu'on peut changer la société. Je cite toujours ce chiffre car il est important. Il y a un sondage qui est un sondage récent qui montrait que 87% des jeunes ne croient pas dans les partis politiques traditionnels. Ça veut dire que ceux qui veulent essayer éventuellement de vivre dans une société différente n'ont pas de lieu où exprimer cette envie de changement. Ou alors, ça veut dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, dans des actions qui sont des actions un peu, parfois anarchistes, parfois violentes, etc., etc. On peut déborder sur ces questions-là. Par exemple, dans certaines manifestations, ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est aussi l'expression de cette violence, qui est une violence un peu gratuite, mais qui est pleine d'envie de changement, au fond. Même si cette action-là, et la forme qu'elle revêt, peut être considérée comme étant stérile, ou voire dangereuse, ou contre-productive. Mais c'est comme ça que les choses s'expriment. Donc il y a ce débat permanent qu'il y a dans les cités entre des gens qui sont un peu organisés et d'autres, de moins en moins, il y en a d'organisés, car la fréquentation des partis politiques est faible. Mais aussi des gens qui ont envie de changement et qui sont prêts à tout pour ça. Et d'ailleurs, on a souvent des discussions entre les différents protagonistes avec chacun une volonté, et puis tout d'un coup germe une idée, celle qui reprend l'affaire Ray Maupin. Comment ça se construit, puisque chacun émet un petit peu son opinion, et à un moment donné, dans la discussion, où se construit peut-être, où s'ébauche un plan, il y a une des paroles qui dit « un flingue, on avait dit pas de violence ». Comment la bascule se fait dans la discussion où l'utopie vient se confronter à une réalité, et puis à un moment donné, il faut passer à l'acte? Quand on rentre dans un bureau de change et qu'on dit aux gens qui sont derrière la caisse « bonjour, donnez-moi l'argent s'il vous plaît », ça ne marche pas. Ça veut dire que quand ils montent le projet qui consiste à essayer d'aller faire un hold-up, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, ils se rendent très vite compte qu'il ne suffit pas de venir et de dire « écoutez, on a besoin d'un peu d'argent, si vous voulez bien nous en donner, on pourra vivre notre rêve ». Il faut quelque part faire peur. Alors l'idée du flingue en question vient de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir montrer qu'on est décidé, même si on ne l'est pas. Et l'idée, c'est on va avoir un flingue, mais de toute façon, on ne s'en servira pas. Parce que ce sont des adeptes de la non-violence. Parce qu'ils ne veulent pas s'en prendre aux gens qui sont là. Ils veulent simplement prendre un peu d'argent. Puis c'est pas grand-chose. On va prendre quelques milliers d'euros, et puis voilà. Et après, on vivra tranquille. Ils ont un projet. C'est pour ça qu'on appelle ça le rêve d'escargot, on y viendra peut-être tout à l'heure. Ils veulent le construire, ce projet. Donc, c'est à force d'échanges et de réflexions qu'ils finissent par se dire il faut absolument qu'on se procure une arme. D'ailleurs, on va venir sur le sujet, justement, quelle est leur ambition, puisque au sein de ce groupe, au début, le couple avait l'idée déjà peut-être de construire et de passer à l'acte violent pour pouvoir construire leur projet, et les autres viennent se greffer autour de cette initiative.
C'est quoi ce projet du rêve d'Escarot? Alors, l'un d'entre eux, Nemo, avait passé quelque temps avec ses parents dans ce village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Escarot, qui est une ancienne mine où vivaient plusieurs milliers d'ouvriers mineurs qui venaient de différents pays, et en particulier d'Espagne, bien sûr, mais aussi du Portugal. Il y avait des immigrés qui venaient d'Afrique du Nord, etc. Et tout cela, ensemble, évidemment, vivaient dans des conditions difficiles, parce que mineur, c'est pas un métier facile. Hein. De cette vie commune, il naissait un certain nombre de principes qui étaient des principes de solidarité, des principes de construction commune, d'un certain nombre de facilités d'une coopérative locale, etc. Tout ça est réel, bien sûr. Hein. Le village d'Escarot est vraiment cela. Il existe et il y avait vraiment cet état d'esprit. Et c'est resté beaucoup. Et alors quand ils sont allés là-bas en vacances, à un moment donné, ils ont découvert ça, ils ont découvert ce monde. Et du coup, ils ont eu envie d'aller construire une espèce de société parallèle, on va dire, hein, dans ce village, dans ces montagnes, parce que les conditions leur paraissaient réunies pour vivre mieux, au fond, pour vivre dans une société plus juste à leurs yeux. Et donc, pour ça, il faut réunir un peu d'argent et des amis, et puis on trouvera bien un vieux bâtiment qu'on va retaper et dans lequel on construira. C'est un peu l'esprit 68 arts, hein, les gens qui sont venus aussi dans les Cévennes et qui ont fait ça un peu partout. Beaucoup ont échoué, certains ont réussi, ils sont restés sur place. Donc ils ont un peu tout ça en tête, parce que ce mythe de la société parallèle, un peu irréel, mais un peu une communauté idyllique, les parents l'ont transmise. La connaissance générale que les parents ont de la société, c'est transmise à eux. Donc ils ont envie quelque part de reconstruire ça. Entre les idéaux pacifiques et le passage à l'acte, la question de la violence est aussi un des sujets forts du roman. Et vous écrivez, à un moment donné, je trouve que ça répond bien à ce questionnement permanent. Mais là, c'est une petite citation à la fin de l'ouvrage. Mouna l'observe, donc ça se déroule juste avant le braquage. Elle s'interroge, comment en sont-ils arrivés là ? Comment a-t-elle pu accepter cette complicité dans une agression qui heurte ses convictions les plus profondes ? À quoi tient ce passage à la violence ? Mais elle est follement amoureuse. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Et par conséquent, ils ont envie de vivre leur amour et pleinement dans une société qu'ils voudraient idéale. Mais comme ils ne sont pas dans une construction qui est une construction politique, par exemple, dans un parti qui pourrait les amener à ce changement de société, ils ne peuvent le résoudre que dans des solutions qui sont des solutions individuelles. Et la solution individuelle les conduit à la fois à la remise en cause de la société, qui est la société de l'argent à leurs yeux, mais en même temps à un acte de violence nécessaire pour pouvoir, au fond, comme la révolution dans la théorie marxiste peut conduire au changement de société, là ça se passe au niveau individuel. Et simplement, si on peut dire. Même si le discours de vos personnages est porté au départ par des idéaux, leur acte n'est pas revendiqué comme politique. Ne cherchent-ils pas juste une justification morale pour un acte contraire à leurs principes ? Oui, bien sûr, ils ont besoin d'une justification morale, on est bien d'accord. Mais c'est contraire à leurs pratiques, oui, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à la violence. C'est-à-dire qu'ils veulent faire peur, mais c'est tout. On ne va pas plus loin. D'ailleurs, encore une fois, l'arme ne doit pas être chargée. Mais vous faites le pont entre différentes époques, avec la mère de Nemo, qui a aussi tenté une vie alternative. La jeunesse décrite dans le roman semble une jeunesse portée par des idéaux, mue par une volonté de fuir la société. Votre roman s'inspire aussi des faits des années 90. Bref, vous faites un pont entre différentes générations. Est-ce à dire qu'indépendamment d'une époque, les comportements et les questions se répètent ? Oui, je crois, oui. D'une certaine façon, évidemment. Les pensées sont différentes, elles évoluent, mais le désir de changement et le désir de vivre dans une société plus égalitaire, c'est un désir qui transcende les époques, absolument, bien sûr. Et après, ça ne se traduit pas forcément dans les mêmes structures politiques. Ces structures politiques elles-mêmes évoluent, elles changent, mais bien sûr, ce désir profond transcende les époques, oui, j'en suis persuadé, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez, parce qu'on va parler un petit peu de cette ambiance politique, que justement ce rejet de la société actuelle, c'est une défaillance des partis politiques, ou c'est
Parce que la société fonctionne comme ça et que le libéralisme est une clé, ou est-ce que c'est un combat permanent, quels que soient les partis Moi, je pense que c'est le résultat de la société libérale, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a... Après, ça n'a pas toujours été la société libérale, mais la société dans laquelle il y a un certain nombre de gens qui possèdent et d'autres qui ne possèdent pas, et qui ne possèdent que leur force de travail, au fond, et quand elle est utilisée, ce qui n'est pas toujours le cas, elle ne peut que conduire à un antagonisme. Et cet antagonisme se traduit soit par... des changements qui peuvent être des changements électoraux, soit par des mouvements qui sont des mouvements de violence. Évidemment, on parle de la société française, mais c'est vrai dans le monde entier, partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sentiment d'injustice profonde entre vécu par les gens qui ont tout juste de quoi vivre ou même pas de quoi vivre. Et puis, le regard qu'ils ont sur des gens qui eux-mêmes, du fait de la structure de la société, du fait de l'histoire, etc., ont des moyens qui sont des moyens qui leur paraissent gigantesques. Si vous voulez que je vous donne un exemple contemporain, je le fais volontiers. Regardez par exemple quand on voit qu'aujourd'hui que Total fait 19 milliards d'euros de bénéfices en un an, on peut quand même considérer que pour les gens qui ont du mal à faire leurs courses au supermarché du coin en ce moment, il y a un sentiment d'injustice. Alors, je ne tire pas de conclusion politique en disant ça, mais ce sentiment d'injustice est profond. Comment il se traduit ? Ça dépend des individus, de leur histoire, de leur désir profond, de l'analyse qu'ils font de la situation, bien entendu. À travers aussi des échanges entre Mouna et son père, là ça se déroule avant le braquage, il y a comme une confrontation de générations. Est-ce pour vous, journaliste, une mise en avant des injustices, des dégâts induits par le libéralisme, on en parlait, mais justement, ou est-ce aussi la représentation du conflit parent-enfant qui n'a pas besoin de prétexte pour exister? Parce qu'il y a un dialogue assez fort, je trouve, entre Mouna et son père, d'ailleurs. Le père de Mouna a envie qu'elle se sorte de cette situation. Il voit bien qu'elle est comment on va dire, qu'elle est en marge un peu de la société. Et il voudrait bien, alors que lui-même a une situation financière qui est une situation moyenne, une situation correcte, et il se dit qu'elle pourrait avoir une place meilleure. Mais elle ne le veut pas, elle rejette la structure. Alors bien entendu, se juxtapose à ce rejet de la structure sociale sans doute aussi un conflit de génération, mais pas au départ. Au fond, c'est d'abord le rejet de la société. Et c'est simplement le constat de l'échec de la génération précédente. C'est-à-dire que cette jeune considère que ses parents ont proposé de changer la société. C'est ça qui est au fond très présent. Ils ont proposé de changer la société par des voies qui sont des voies, j'allais dire entre guillemets, normales. C'est-à-dire les élections, c'est-à-dire la lutte quotidienne, la politique, etc. Et ça marche pas. Et ça ne marche pas. Et par conséquent, elle a un stade où elle se dit, si on veut changer la société, on ne pourra pas y arriver comme ça. Donc, influencée par Nemo, sa position, c'est de considérer que pour la changer, il faut la nier, pour l'empêcher de fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre elle. Alors, ignorons-la. Vivons en marge. D'où cette idée d'escargot aussi. Allons vivre ailleurs. On ne peut pas vivre dans cette société et on ne peut pas la changer. Éventuellement, vivons repliés sur soi. Est-ce que, justement, ce discours, c'est aussi la faute du politique qui, surtout ces dernières années, porte l'idée de voter pour moi, sinon c'est le chaos, plutôt que voter pour moi, car mon utopie est porteuse d'espoir. Est-ce que c'est de cela aussi qu'il s'agit? Je vais revenir à mon sondage. Non, mais c'est étonnant, hein. Ça a été fait par le CEVIPOF en particulier, mais pas seulement par un institut de sondage très sérieux. Si je vous donne le chiffre, vous n'allez pas me croire. 99% des jeunes de 18 à 25 ans considèrent que tous les politiques sont corrompus. Alors, si vous me demandez si tous les politiques sont corrompus, moi je vous dirais que non. J'espère que non. Et je n'ai pas l'impression. Mais regardez par exemple ce qui se passe en ce moment.
Là aussi, on peut le rapporter à la société, mais ça n'existait pas quand j'ai écrit le livre, et pourtant. Oh, c'est pas si quand vieux. on voit dans ce débat sur la question des retraites, quand on voit que le ministre du Travail lui-même est accusé de favoritisme dans la délivrance d'un marché public, on peut s'interroger sur le fait qu'effectivement, quelle image on donne aux jeunes qui sont comme ça, dans une phase d'interrogation de qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir. Donc ça veut dire que ce chiffre est effrayant parce que ça veut dire que si on n'a pas confiance dans les structures politiques, que va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour avancer? Vous voyez? Donc c'est une interrogation très profonde que j'ai d'ailleurs moi-même sur l'avenir de la société. Comment est-ce que les choses vont se passer avec cette situation de rejet global de la part de la plupart des jeunes? Vous faites aussi un portrait sociologique d'une jeunesse désemparée. Mouna, Nemo, Julien, même Gabriel sont issus d'une classe sociale qu'on pourrait qualifier de moyenne, plutôt instruite. C'est éloigné d'une image d'une jeunesse délinquante. Sortir des clichés renforce-t-il pour vous le message de votre roman qui est d'une jeunesse en panne d'avenir? En panne d'avenir, oui, bien sûr, oui. La plupart des jeunes sont en panne d'avenir. Bien sûr, ils s'interrogent, mais même ceux qui ont d'ailleurs une formation qui est une formation parfois d'assez haut niveau, s'interrogent sur leur place dans la société, sur la structure en question. Ils sont en plein désarroi. Ils ont l'impression que ça ne correspond pas aux exigences de notre époque, aujourd'hui. Mais d'avoir fait de vos personnages qui ne sont pas justement des délinquants, des rebelles, enfin la caricature de ce qu'on peut imaginer d'une jeunesse révoltée, est-ce que c'est justement aussi une façon de porter le contexte de votre roman de manière un peu plus forte? De dire que ça peut arriver à... En fait, c'est tout simplement peut-être nos enfants. Je suis persuadé que ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Et absolument. Et d'ailleurs... singulièrement, d'ailleurs, ça arrive plus souvent aux enfants des couches moyennes qu'aux enfants d'ouvriers, parce que souvent, les enfants d'ouvriers, ils n'ont pas le choix. Il faut aller bosser. C'est-à-dire qu'après, leur révolte est une révolte souvent contenue, interne, intérieure. Ils ne l'expriment pas toujours, mais certains l'expriment, bien entendu, beaucoup, il ne faut pas tirer de généralité, mais chez les enfants des couches moyennes, on a aussi ce sentiment qui est un sentiment d'échec relatif, et parfois important, des parents, de la génération qui a précédé, et on a envie d'essayer de nouvelles méthodes pour changer. Bien sûr. J'ai envie de revenir justement sur ce passage à l'acte qui est aussi caractéristique de cette jeunesse, idéaux, non violents, puis finalement il passe à l'acte, et puis vous êtes basé sur un fait divers concret. Est-ce que pour vous c'est une envie ou des fois une idée à la con? Non, c'est plus profond que ça. C'est pas seulement une idée à la con. Après coup, on peut dire que c'était une idée à la con, mais non, l'idée de vivre dans un il voulait le construire de façon responsable, comme beaucoup d'ailleurs de gens en 68. Il voulait faire en sorte que cette ferme ou ce bâtiment à Escarreau, ils allaient le réhabiliter. On allait travailler un peu à l'extérieur, parce qu'on a bien conscience qu'il faut qu'il y ait un apport extérieur pour pouvoir vivre. Il y a des gens qui ont une formation, qui faisaient partie du groupe et qui devaient venir pour justement, et en particulier la fille dont Gabriel est follement amoureux et qui fait des études de médecine. Et ils rêvent qu'elle vienne avec eux pour pouvoir soigner les gens du village, puisque justement il n'y a pas de médecins dans les campagnes. On va s'installer, on va reconstruire, on va le faire en marge. Ça veut dire que non, à la fois ce sont des rêveurs, ils n'ont pas forcément toujours le sens des réalités, mais en même temps ils construisent des projets qui sont des projets concrets et sensés. En écrivant ce roman, quelle était votre envie de faire partager à des lecteurs tout simplement ce contenu parti d'un fait divers? C'est des interrogations sur l'avenir de la société. C'est-à-dire que ces interrogations, elles traversent beaucoup de gens, dont moi, j'en fais partie, bien sûr. C'est-à-dire que va-t-il se passer demain? Comment est-ce qu'on peut continuer comme ça? Vous voyez bien que dans cette société, alors je ne parle pas seulement de la France, mais regardez au plan international comment les choses se passent. Il y a une inégalité de traitement et des injustices dans beaucoup de pays qui sont des injustices tellement fortes qu'on peut se demander combien de temps les choses vont tenir. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec le tremblement de terre
en Turquie et en Syrie. Comment les secours ont du mal à atteindre les gens. Les gens sont en train de mourir sous les décombres parce qu'on ne peut pas y arriver. On y arrive localement un tout petit peu, mais c'est tout. Ça veut dire que là, il s'agit d'un accident particulier, mais des situations comme celle-là, il y en a dans le monde entier. Moi, j'en ai connu beaucoup par mon métier, un peu partout. Donc, il y a une misère formidable dont on ne parle pas beaucoup. Qui est un peu comme ça, latente. Mais regardez par exemple les gens qui traversent la Méditerranée et qui espèrent en une vie meilleure. C'est un peu la même démarche au fond, quelque part. On est prêt à tout risquer pour essayer de vivre mieux, pour essayer de s'épanouir un peu plus dans une société un peu plus humaine. Et c'est compliqué. Moi, j'ai rencontré, je peux vous raconter des tas de choses comme ça, mais j'ai rencontré, par exemple, en Guinée, des jeunes qui me disaient nous, on veut s'en aller. Quand je leur disais mais est-ce que vous avez pensé au danger que vous allez courir? C'est absolument effroyable. Des gens qui sont esclavagisés en Libye, des gens qui doivent traverser le désert sans rien, etc., qui arrivent au bord de la Méditerranée. Je dis vous pourriez mourir 10 fois. C'est l'expression que j'ai utilisée. Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Et tu crois que nous, ici, on ne va pas mourir bientôt ?» Ça veut dire que cet espoir de changement est un espoir profond devant cette misère. Et donc, évidemment, ça traduit tout ça. C'est un peu un condensé. On ne va pas tout dire dans un roman, mais enfin, il y a, oui, un espoir profond de changement qui peut conduire parfois à l'aveuglement. Est-ce que vous avez envie d'aborder d'autres questions après ce roman ? Est-ce que vous avez le projet d'autres romans ou d'autres écrits ? Oui, mais c'est pas mûr. Alors, l'affaire Ray Maupin, ce fait tragique a inspiré plusieurs auteurs. Florence Ray avait 19 ans. Elle revendique le droit à l'oubli pour qu'elle s'efface, pour qu'existe le souvenir des victimes. Parce que les rêves sont indispensables, que les utopies sont nécessaires et qu'un braquage sans risque n'existe pas, je vous invite à vous plonger dans le roman et dans le rêve d'Escarot. Jean Kouchner, merci. Merci à vous. Alors, merci tout particulièrement à Mao pour avoir permis cette rencontre. Merci et à bientôt.